Hi, everybody, and welcome to the BMS podcast. We all have different perspectives on health, disease, and illness that are all shaped by our socio-cultural environment. The aim of this podcast is to raise awareness on different socio-cultural belief systems toward health and promote culturally sensitive approaches in our Western secular environment. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Nous avons l'honneur d'avoir un invité de marque qui est le professeur Jacques Besson, je vais laisser se présenter. Nous allons aborder des thèmes autour des sciences, de la spiritualité et de la santé dans un environnement qui est le nôtre en Europe, qui est un environnement de soins laïque, éthique et guidé par la pensée critique. Et voilà, je lui ai proposé d'intervenir auprès de nous sous les conseils de Stéphane Schillinger, avec qui nous avons écrit un article cette année autour des différentes théories sur la conscience, matérialiste versus non matérialiste, et comment cela pouvait influencer les perceptions du corps, et donc décrire un petit peu certaines approches qu'il y a dans les thérapies manuelles. Et donc sur les conseils de Stéphane, il m'a recommandé de vous contacter. Donc nous sommes vraiment très honorés de vous avoir parmi nous. Alors peut-être je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps, de savoir qui vous êtes et comment est-ce que, en tant que médecin, vous avez été amené à explorer tous ces domaines autour de la spiritualité. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Oui, donc je suis médecin. J'ai une formation de médecine interne générale, puis de neurologie, puis de psychiatrie. Et en psychiatrie, je me suis intéressé à la psychanalyse, à la psychothérapie, puis à la psychiatrie sociale et on m'a fortement encouragé à continuer mon travail dans le champ des addictions. Et je suis devenu addictologue. On a réussi à créer une spécialité addictologique en Suisse déjà il y a plus de 20 ans. Et je suis académique, donc je suis professeur honoraire de psychiatrie à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne et j'ai été longtemps chef du service de psychiatrie communautaire du CHU vaudois. Voilà, j'ai été vice-recteur de l'Université de Lausanne, au conseil de fondation du Fonds national suisse de la recherche et sénateur à l'Académie suisse des sciences médicales. Voilà, tout ça c'est très long, mais si je dis ça, c'est parce que il est important, je crois, quand on aborde des sujets limites, aux frontières de la science, d'être sérieux et crédible au niveau scientifique. Donc à ce niveau-là, j'ai toujours fait très attention d'avoir un pied dans la science officielle et un pied dans l'exploration, et ça fait partie de mon profil, si vous voulez. Alors voilà pour l'identité. Maintenant, ce qui m'a amené à m'occuper de la conscience, c'est que en tant qu'addictologue, évidemment, on est en plein dans le brain-mind déjà, avec toute la question du cerveau et des drogues, d'une part, mais aussi évidemment dans la psyché, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'esprit. On pourrait parler de psychobiologie à cet égard. Mais petit à petit, au fur et à mesure de mon expérience clinique, je me suis rendu compte que la science conventionnelle ne permettait pas d'expliquer toute une série de phénomènes observables, mais inexplicables avec la science contemporaine. Alors, je me suis autorisé, étant donné mes galons et les services que je rendais à la communauté en m'occupant des toxicomanes dans la région, d'avancer sur ce terrain difficile. Et j'ai commencé par accepter un job à l'Armée du Salut. Au début de ma carrière, j'étais jeune chef de clinique à temps partiel à l'Armée du Salut où je m'occupais des graves alcooliques et toxicomanes. Et c'est là que j'ai découvert, dans le fond, des approches non conventionnelles. Bien sûr, l'approche salutiste, ça va de soi, mais aussi la rencontre avec Alcooliques Anonymes et Narcotiques Anonymes. Et en explorant cette piste, je suis tombé sur
les fondateurs, Bill et Bob, sur les correspondances avec Carl Gustav Jung, mon compatriote, qui avait découvert là une place importante pour l'inconscient collectif, pour la connexion avec les alchimistes. Et dans le fond, les fondateurs avaient reçu les 12 étapes qui dirigent le travail des alcooliques anonymes aux médiumnités. Donc, ma curiosité était exacerbée, puis j'ai continué mes recherches personnelles, un petit peu, disons, aux marges de la faculté. Et j'ai fait beaucoup de trouvailles extrêmement intéressantes qui ont dirigé mes travaux sur comment on peut expliquer l'effet de la spiritualité sur les addictions. Tout a commencé par là, et ça m'a obligé à déployer des définitions, tout un travail académique pour convaincre les autorités universitaires, mais aussi répondre aux questions de mes collègues et des étudiants sur cette nouvelle perspective que j'introduisais officiellement et académiquement. Et donc, merci pour cette brillante présentation. Et donc, justement, par rapport à ces différentes définitions, parce que, comme vous l'avez très bien dit, quand on commence à s'aventurer dans des domaines qui ne sont pas décrits par la science, avec le recul, votre expérience et votre expertise, comment est-ce que vous pourriez définir ce qu'est la science biomédicale, la santé, la spiritualité, pour que les personnes puissent se faire une idée et ou peut-être plus intéressant de voir comment est-ce que ces définitions ont évolué au cours du temps et quelles ressources on pourrait suggérer aux personnes qui voudraient, qui s'intéresseraient, mais qui sont en dehors de toutes ces considérations. Bon, alors on peut commencer par le commencement. La science est résolument matérialiste. Elle définit son objet d'étude comme étant observable et la théorie de l'épistémologie de la méthodologie scientifique qui a été recadrée par un certain Popper dit qu'une vérité scientifique doit être réfutable. Donc à partir de là, dès que vous êtes dans le domaine du non réfutable, vous êtes non scientifique. Mais la question de la réfutabilité est une question très compliquée au XXIe siècle. Et avec les nouvelles sciences qui apparaissent dans le champ de la santé, on peut évoquer bien sûr la physique quantique qui vient bousculer la physique classique. Et pour les neurosciences, c'est un challenge énorme parce que expliquer le cerveau avec la physique de Newton, c'est juste pas possible. Il faut trouver des modèles plus grands, plus larges, plus complexes. Et c'est bien un champ de dispute, une disputatio au sens ancien, parce qu'il y a les anciens et les modernes. Et puis évidemment, il faut être très prudent dès qu'on entre dans le champ des croyances, il faut être dans le discernement, il faut pratiquer l'esprit critique. Et personnellement, je garde un pied dans la science et un pied dans l'exploration des nouvelles sciences. Voilà un peu ma posture pour la question scientifique. Un dernier point peut-être sur la science, c'est que historiquement, la science, elle donnait des certitudes, n'est-ce pas? D'ailleurs, pour Popper, c'est ça, ou bien c'est certain, mais c'est pas certain. Mais c'est pas si simple que ça, parce que la science contemporaine, elle produit de l'incertitude. Avec le principe d'incertitude de Heisenberg, avec les principes d'intrication quantique. À Genève, on a les physiciens qui ont travaillé là-dessus. Voilà. Donc, je me sens assez à l'aise pour disputer précisément la question de la certitude. Et je crois que la science contemporaine, elle est beaucoup plus humble quand on est sérieux, honnête et à la pointe. Euh, les modèles sont multivariés et d'une grande complexité. Voilà, donc on peut donner comme exemple que l'univers est fait à 85% de matière ou de masse de nature inconnue. Donc ça laisse de la marge pour expliquer ce que c'est qu'un cerveau qui est lui-même composé de 1000 milliards de neurones. Donc il y a encore du travail. Merci. Et par rapport à la santé et la maladie, est-ce que vous auriez... Parce que j'ai vu que les définitions au niveau de l'OMS sont en train d'évoluer par rapport à celles qui avaient été définies en 1948 et là récemment avec le protocole de Bangkok en 2005. Est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer également au fur et à mesure justement que l'on produit de la connaissance? Oui, alors vous faites bien de citer que, dans le fond, la définition officielle qui a été définie en 1948 par l'OMS incluait un état, c'est pas seulement l'absence de maladie, la définition de l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Et à l'époque, les rédacteurs avaient ajouté bien-être spirituel. Ceci a été contesté par le bloc communiste à l'époque et les rédacteurs ont dû faire marche arrière sur ce point. Il a fallu attendre 2005
pour qu'il y ait une déclaration additionnelle de Bangkok, effectivement, qui accepte qu'il y a un état de complet bien-être physique, mental, social et spirituel. Ça a eu un impact sur les Américains qui ont ajouté, dans le fond, une recommandation au DSM-5 en 2013 en disant qu'il était recommandé, c'est fort aux États-Unis parce que ça vous expose à des poursuites judiciaires si vous ne suivez pas la recommandation, eh bien, de faire une anamnèse culturelle et spirituelle chez les patients en psychiatrie. Et ça m'a donné beaucoup d'arguments et d'autorité que j'étais président de la commission d'éthique clinique pour la psychiatrie en Suisse romande pour imposer ce point et demander que les dossiers médicaux aient au moins quelques lignes sur d'où viennent les gens culturellement et spirituellement. Et donc, comment est-ce qu'on fait dans un pays laïque comme la France pour voilà, prendre en compte je dirais concrètement, cette dimension spirituelle en santé? Est-ce qu'il y a des questionnaires, des recommandations? Est-ce qu'il y a des groupes de population où vous savez, parce que vous avez travaillé en addictologie, j'imagine que c'est quelque chose qui est déjà utilisé? Oui, alors j'ai fait partie de groupes exploratoires pour utiliser ce que nous savons de la spiritualité en médecine, en neurosciences et en psychiatrie pour augmenter la légitimité d'un mouvement de médecins internistes qui, eux, n'étaient pas psychiatres, qui avait créé au CHU Vaudois un groupe qui s'appelait SPIRMED, Spiritualité et Médecine. Et ils travaillaient main dans la main avec ce qu'on appelait à l'époque les aumôniers, ce qui sont devenus aujourd'hui des consultants spirituels ou des assistants spirituels, enfin peu importe. Et nous avons démarré, avec l'accord de la direction générale de l'hôpital, une collaboration entre les médecins, le corps soignant, euh, ces assistants ou consultants spirituels, et avec une évaluation. Et puis nous avons trouvé un peu d'argent avec une fondation humanitaire qui nous a aidé à monter un programme de formation, un programme de recherche clinique et une consultation. Voilà, donc c'était très, pendant 5 ans, on était soutenu par cette fondation et on a mis en route un Certificate of Advanced Studies à l'Université de Lausanne où les gens ont pu suivre un programme médecine, santé, spiritualité, où étaient mélangés dans la même salle une vingtaine d'étudiants, des pasteurs, des médecins, des infirmiers, des psychologues, et avec des introductions générales croisées, des expériences cliniques croisées, des petits travaux de recherche pour une mise en œuvre de spiritual care. À cet égard, on a gardé le mot anglais parce que care est beaucoup plus large que soin ou traitement. Et nous avons eu un certain succès. Des programmes se sont installés dans certains hôpitaux, dans certaines institutions en Suisse sur ce modèle où, dans le fond, il y a les prémices de ce que j'appelle, et sur lequel nous reviendrons sans doute, les 3 ordres de la médecine. C'est-à-dire un ordre somatique, un ordre psychiatrique, mais aussi un ordre spirituel. Et je m'expliquerai volontiers là-dessus tout à l'heure. Oui, parce que vous avez parlé d'approche matérialiste de la science. Donc, dès que l'on parle, voilà, de ce système de croyances, est-ce qu'il y a des données scientifiques qui montrent que justement ça a un impact sur la santé physique, biologique que l'on peut mesurer, le fait d'avoir ce spiritual care? Oui, alors les études sont nombreuses, notamment aux États-Unis, qui est un pays peut-être plus pratiquant et croyant, si vous voulez, mais aussi en Europe. Pour information, il y a un observatoire du spiritual care européen, RESPIRE, c'est le réseau européen de spiritualité, practice, quelque chose comme ça, à l'université de Louvain. Maintenant, c'est la Suisse qui est présidente. Et il y a un recensement systématique sur ce site de toutes les études sérieuses qui ont été faites, en principe sur le mode observationnel, des études de single case reports, des études de petits groupes cliniques, des études, disons, qui permettent d'avoir quand même un niveau de preuve intéressant. Bien sûr, ce n'est pas forcément des études randomisées, double blind et compagnie, mais les single case studies et les études de cohorte, les études de suivi ou les études rétrospectives sont quand même crédibles. Elles ont un degré d'évidence qui est pas mauvais du tout. J'étais vice-recteur recherche de l'université. Les évidences B ou C sont pas mauvaises non plus pour piloter une politique de santé publique, par exemple. Donc, pour donner un exemple, la spiritualité a un fort impact sur la santé, tant en termes de prévention que de rétablissement.
Il y a de très nombreuses études, des milliers d'études dans le monde. Et la grande question, c'est comment ça marche, évidemment. Or, on voit qu'il y a des différences entre l'impact de la spiritualité et de la religion sur la santé, parce que, il peut y avoir un biais cognitif dans la religion. Je sais pas, on peut donner des exemples, qu'il y a des interdits moraux, qu'il ne faut pas aller voir un psychiatre, qu'on ne doit pas accepter une transfusion sanguine, qu'il ne faut pas manger certaines choses, etc., etc. La religion peut parfois constituer un obstacle. Mais de manière générale, la spiritualité a un effet positif sur la santé et je me suis beaucoup intéressé à ça. Mais avant de vous parler de ça, il faut faire une différence, alors vraiment importante, entre spiritualité et religion, si vous êtes d'accord. Oui? Alors, Avec plaisir. oui, comme scientifique, quand je devais aller à la faculté ou à l'université, défendre l'idée de la recherche sur la spiritualité, évidemment, il faut bien expliquer quelle est la nature de l'objet. Or, comme neuroscientifique, j'avais séjourné à Boston, j'ai travaillé avec l'école polytechnique, enfin, voilà, etc. Euh, il m'a semblé que on pouvait définir la spiritualité, étant donné tout ce qu'on sait au niveau neurosciences, connectivité, interprétation du monde, meaning, making systems, enfin tout ce qui est là derrière, tout ce qui est de l'ordre de la neuroscience, de la croyance, de l'effet placebo, exploré scientifiquement, etc., etc. Dans le fond, je définis la spiritualité comme un besoin naturel et un besoin universel de tous les humains de sens. Et ce besoin de sens, il se construit et la réponse se fait avec le triple lien, un lien avec soi-même, un lien avec autrui et un lien avec l'environnement jusqu'à l'univers. Alors comme ça, cette définition, elle est scientifique, elle est inoxydable, elle est compatible avec toutes les religions, je crois qu'elles ont toutes cet objet, et elles se permettent de se distinguer de ce que c'est qu'une religion qui, en face, serait, selon ma définition, la réponse culturelle et institutionnelle aux besoins naturels. Du coup, on est entre nature et culture, entre spiritualité et religion, et ça m'a permis de convaincre les gens qui travaillaient avec moi que c'était sérieux, que c'était crédible, que c'était académiquement compatible. Et, donc, on s'est inscrit dans ce réseau européen, on a fait ce spiritual care à l'hôpital, et ça commence à intéresser les étudiants. Il y a de nombreux étudiants qui suivent des cours à option, et c'est en plein développement. D'accord, donc là, peut-être, je pense que c'est le moment de parler justement des trois ordres de la médecine, parce que moi, pendant mes études, et même quand j'étais chercheur aux États-Unis, j'avais jamais entendu parler de ça autre que dans la vie privée des uns et des autres. Donc, on m'avait vraiment appris que le corps humain, c'était de la biologie. Alors oui, il y avait une approche bio-psychosociale, mais ça restait très, très théorique. Donc, peut-être que justement ces trois ordres de médecine vont éclairer un peu mieux ces différents aspects, comment cette évolution. Volontiers. Donc, j'ai travaillé pendant 45 ans sur cette question à partir de la dictologie, mais bien sûr, j'ai exploré tout ce qui était analogue. On peut évoquer la conscience modifiée, puisque dans l'addiction, on produit de la conscience modifiée. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de l'addiction, mais c'est un modèle généralisable. Il y a bien sûr les tâches brain, ou les tâches biologiques, les tâches cellulaires, les tâches moléculaires, qui est très important sur lequel j'ai mis toute mon énergie pendant très longtemps, les neurosciences de l'addiction, j'ai même écrit pas mal là-dessus. Et je crois que de toute la médecine, finalement, l'addiction n'est qu'un paradigme. Dans toute la médecine, il faut un grand respect pour la biologie, pour la matière vivante, c'est très important. Et là, j'enfonce une porte ouverte. Bien. Comme psychiatre, psychanalyste, psychothérapeute, m'occupant de populations vulnérables, de détresse, de la médecine des pauvres, etc., il est évident que la psychiatrie joue un rôle majeur. La psychothérapie, la psychotraumatologie, sur laquelle j'ai passé beaucoup d'énergie. Euh, la psychotraumatologie, c'est l'interface majeure entre le corps et l'esprit pour les pathologies. C'est dans la plupart des situations d'addiction, on découvre des traumas précoces qui étaient réactivés à l'adolescence, puis à certaines crises existentielles. Donc, il est évident qu'il y a de la trace
il y a du déterminisme dans la culture, dans l'héritage culturel, dans l'héritage familial, dans l'héritage social, etc., etc. Donc, la psychiatrie, la psychanalyse, la psychothérapie sont très importants. Il faut s'occuper de l'inconscient, des répétitions. Il y a tout un travail d'accompagnement psychique qui est fondamentalement important. Et j'enfonce une deuxième porte ouverte. Et si vous voulez, quand on connaît bien ces deux domaines, qu'on a expérimenté et crédibles, on s'aperçoit que le modèle a des limites et que, dans le fond, on a de la peine à expliquer. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais consultant pour l'armée du salut, on soignait avec beaucoup de soins, d'énergie et on avait quelques moyens aussi les gens qui avaient des problèmes d'alcool et de drogue. Et on leur offrait une certaine survie, si vous voulez, ça évitait des overdoses, des comas, des cirrhoses, etc. Mais le véritable rétablissement, c'est-à-dire le moment où le patient reprend à son compte la motivation au changement, c'était pas du tout facile à obtenir. Par la médecine biologique, on obtenait des améliorations somatiques. Par la médecine psychothérapeutique, on obtenait des prises de conscience, des bonnes volontés, etc. Mais le changement restait difficile. Quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai découvert que des patients que j'avais suivis plusieurs années à bout de bras revenaient rayonnants et en rémission après avoir été à des séances d'alcooliques anonymes et que, dans le fond, ce que la neurobiologie de l'addiction prévoyait comme impossible avait été possible. C'est-à-dire qu'un changement du système de croyance, un référentiel plus grand, s'en remettre à plus grand que soi, par des groupes de parole, par des fraternités, par des prières, était beaucoup plus efficace que tout ce que j'avais fait jusque-là. Donc, c'était un fait scientifiquement observable, qui est rapporté par des millions de patients dans le monde, et j'ai pris ça avec beaucoup de sérieux, et que j'étais à Harvard, on a fait de l'imagerie cérébrale, de la prière, de la sérénité, etc. Et on s'est aperçu que les changements dans la spiritualité apportaient des changements dans la santé. Donc, c'est un premier pont. Et comme je suis suisse et un peu jungien, j'ai trouvé très intéressant de voir que les grands archétypes peuvent moduler les systèmes de croyance, l'implication des gens, leur motivation, leur fraternité, de voir le monde plus grand. Et tout cela m'a beaucoup impacté et j'ai décidé de partir à la recherche de ce qui fait que ça marche. Et je suis tombé sur des gens extraordinaires comme Antonovsky qui avait étudié les camps de concentration, qui avait montré que la cohérence c'est super important. La cohérence entre le corps, l'esprit est plus grand que nous, de nouveau. Et tout d'un coup, je me dis, ah, tiens, 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 on retombe sur le chiffre 3. Et puis, Viktor Frankl, ce psychanalyste qui s'est laissé déporter pour sa famille à Auschwitz, tout le monde a été gazé, il a survécu, il a écrit des livres magnifiques sur euh, la question du sens, sur la question de l'autotranscendance. Et là aussi, on va très au-delà de la médecine et de la psychiatrie classique, puisque la logothérapie fait appel au logos, précisément, telle que soit, dans le fond, la conception qu'on peut en avoir. D'ailleurs, les alcooliques anonymes aussi, ils disent Dieu tel que nous le concevons. Donc, ce chiffre 3 se répète dans tous les modèles explicatifs sur lesquels j'ai pu tomber. Et alors, évidemment, quand j'ai rencontré le bouddhisme, j'ai eu la chance de rencontrer le Dalai Lama personnellement et de travailler avec Mind and Life, etc. Et quand j'ai découvert les travaux de neurosciences de la méditation, je me suis tout de suite intéressé aux travaux de neurosciences de la prière et j'ai vu que le chiffre 3 revient évidemment au devant de la scène. Est-ce que vous voulez savoir comment? Avec plaisir. Juste une parenthèse, parce que Oui, le body, mind, spirit, le principe d'unité de body, mind, spirit, on retrouve ce chiffre 3. C'est un principe de l'ostéopathie aux États-Unis qui n'a pas été défini, mais qui est à contextualiser vraiment dans leur culture spécifique et qui fait l'objet de notre travail de ces dernières années pour essayer de décrire avec des outils, les outils scientifiques, en fait, des publications indexées, ce qu'on peut observer depuis la pratique clinique. Et la difficulté que j'ai, et c'est pour ça que je suis vraiment honoré que vous puissiez partager votre expérience avec nous, c'est en quoi ça, quand on n'a pas été exposé en tant que patient à ce type, le fait qu'on peut aussi utiliser
quelque chose qui est plus grand que soi, ce trois de cette trinité. Euh, en quoi est-ce que ça peut être utile? Comment est-ce qu'on peut l'aborder? Euh, on parle d'approche centrée sur la personne, mais si la personne n'a jamais été exposée à autre chose que ce qu'elle connaît, en tant que thérapeute, on peut aussi amener ça. Et donc, j'ai pas de réponse prédéfinie parce que voilà, on l'avait très bien dit en début d'entretien, c'est que c'est un sujet qui n'est pas cadré, et il y a besoin de pensée critique et il faut avancer vraiment de façon très prudente. Alors, j'ai plusieurs éléments de réponse. Peut-être la première, elle est neuroscientifique, c'est-à-dire que dans le fond, quand vous observez la méditation en pleine conscience ou la méditation générale avec les scanners fonctionnels, vous voyez dans le fond une relation du sujet euh, en cohérence avec l'univers, le sentiment océanique rapporté par Romain Rolland dans le livre de Freud, etc., etc. Donc, il s'agit d'une expérience de cohérence avec soi-même, avec l'environnement. Et les images montrent une activation du lobe frontal, l'abstraction, du lobe temporal droite qui connecte l'affectivité et la cognitivité. Euh, il y a aussi des activations limbiques, etc. Mais dans le fond, on est toujours dans un rapport que les théologiens appellent unitif. C'est-à-dire, la méditation vous met en accord avec vous-même, mais on est dans le chiffre 2. C'est vous et vous-même. Et dans le fond, il y a un risque toujours de dérive, un peu, si vous voulez, qui a été malheureusement observé ici ou là dans certaines entreprises, hein, d'utiliser la méditation en pleine conscience pour calmer les employés sur leur revendication ou je sais pas quoi. Donc, il y a toujours, ce chiffre 2 est toujours un peu à risque. Et toujours un risque narcissique, par exemple, hein. Comment est-ce que je vais, me, myself and I? Il y a toujours, on allume sa bougie, on se regarde le nombril, c'est toujours un peu dangereux. Alors que, comme les théologiens le disent, la prière est une activité dialogique. C'est-à-dire que dans la prière, il y a du tiers et il y a de l'autre. Et quand vous faites l'imagerie cérébrale de la prière, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les mêmes régions que dans la méditation qui sont stimulées, mais de plus, vous mobilisez des zones relationnelles. C'est-à-dire que il y a une parole qui s'engage. Ben, bien sûr, la prière, c'est une pensée parlée, et voilà, il y a une parole, et il y a un dialogue avec plus grand que soi, où, dans le fond, on pourrait parler de dialogue avec l'ange, dialogue avec Dieu, dialogue avec plus grand dialogue avec l'univers. Peu importe, mais pour les psychanalystes, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, c'est le chiffre 3 qui gouverne la relation. Il y a toujours de la triangulation et du tiers, et c'est toujours une sécurité dans la relation à soi-même d'avoir du tiers, d'introduire la culture, d'introduire le discernement, d'introduire les anciens, d'introduire la tradition, l'histoire, d'introduire ce que les autres ont pensé, fait ou cru et imaginé, n'est-ce pas? Donc, cette dimension dialogique de la prière se voit en imagerie cérébrale. On voit la mobilisation des zones du langage et des zones de la relation. Et ça contribue assez largement à la santé aussi, parce que ça donne de la cohérence et ça contribue aux fixations des objectifs dans ce dialogue avec l'univers ou avec Dieu tel que nous le nommons, peu importe, avec plus grand que soi du moins. Ça donne des attracteurs de santé, des attracteurs. euh, les physiciens quantiques nous diront qu'il s'agit de rétrocausalité, c'est-à-dire que vous mettez dans l'avenir des projets que vous allez engager. Et c'est le principe même de la salutogenèse, euh, inventée, décrite et proposée par Antonovsky, qui est définie de s'intéresser autant à l'avenir du patient qu'à son passé, et étant donné les capacités de libre arbitre des personnes, de s'engager sur des nouvelles voies, de créer du nouveau et de changer. Donc là, on a vraiment les explications psychoneurobiologiques et culturelles intégrées sur le fait que d'introduire du tiers, de la relation, de la parole, de s'adresser à plus grand que soi, c'est pertinent, c'est phénoménologiquement observable, mesurable, et on voit des effets favorables sur la santé. Voilà la première réponse que je peux vous donner. Je donnerai encore peut-être deux autres. Il y en a une qui est, je crois, qui vous intéresse. J'ai lu votre article dans la revue d'ostéopathie.
Je m'intéresse comme vous aux peuples racines, aux peuples autochtones. J'ai eu la chance de faire visiter le trajet du Rhône en Suisse au peuple Kogi de Colombie. Nous avons eu des discussions extrêmement intéressantes sur la totalité, sur l'univers, sur la force du monde, sur l'eau. Enfin, c'est magnifique. Et c'est sur une espèce d'approche complètement holistique de l'univers où nous sommes des parties prenantes, hein, finalement, responsables, voilà, etc. Donc, avec la médecine autochtone, on voit tout de suite apparaître quelque chose de très ancien, qui est aussi en Amazonie, c'est que, dans le fond, dès qu'il y a des humains debout, il y a l'angoisse fondamentale, et les premiers humains cherchent à se connecter à plus grand qu'eux, parce qu'il y a le mystère des origines, le mystère de la mort, et dès qu'on est doté de la conscience réflexive, il y a beaucoup d'angoisse fondamentale. Et une des réponses des premiers humains, c'est de consommer des plantes psychédéliques, hein, voilà, qu'on appelle maintenant entéogènes, hein, qui permettent de communiquer avec une conscience élargie. Et ces premiers humains qui consomment des substances entéogènes sont des chamans qui sont investis par la communauté pour connecter le ciel et la terre, pour donner du sens aux origines, à la destinée de l'homme. Et dans le fond, le chaman est à la fois prêtre et médecin. Et ça m'a beaucoup intéressé parce qu'en tant que médecin, évidemment, de savoir d'où je viens, d'où nous venons, c'est très important. Et j'ai remonté un peu toute la filière et je découvre qu'Hippocrate était prêtre. Ce que j'ignorais, Hippocrate était prêtre du dieu Asclépios, l'ancêtre grec de l'Esculape romain. Et il y avait un culte d'Asclépios tenu par des familles dont Hippocrate faisait partie. Et c'est Hippocrate, avec la consultation asclépienne, qui a fait des classifications de maladies qui sont toujours utilisées, bien sûr, de manière modernisée par la médecine Hmm. officielle, hippocratique et classique. Mais c'était un schisme entre la médecine spirituelle asclépienne et la médecine moderne hippocratique qui s'est opérée déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, après, ça s'est évidemment encore marqué avec on va dire, les Lumières, voilà, la pensée classique, etc. Et aujourd'hui, on est avec la psychanalyse qui est encore venue creuser le fossé, puisque la psychanalyse explique le spirituel avec l'inconscient individuel pour Freud, collectif pour Jung. Donc, on a beaucoup de peine à revenir à la médecine asclépienne aujourd'hui parce qu'il y a tous ces obstacles rationalistes de la médecine matérialiste qui, dans le fond, se comportent comme un dogme, comme une idéologie. Et c'est important, je crois, de retrouver les origines de la médecine et on va dire, de la réconcilier entre la part spirituelle et la part matérielle. Et c'est tout le travail des trois ordres de la médecine, puisqu'on est parti de cette question. Et je dois faire un troisième élément de réponse, si vous me laissez une minute, c'est que il y a un philosophe anglo-américain, Ian Barber, qui est un philosophe des sciences, qui a passé toute sa vie à étudier les rapports entre la foi et la science. Pour lui, il y a quatre types. Il s'agit d'une typologie. Le premier type, dans lequel il y a encore beaucoup de monde, c'est le rejet, hein. L'autre est un imbécile, il n'a rien compris, c'est des anathèmes, voilà, c'est conflictuel. On peut dire c'est la typologie du conflit. Voilà. Ensuite, il y a un deuxième type qui est le parallélisme ou l'indépendance. Les gens font leur science dans leur coin ou leur spiritualité dans leur coin, et puis on ne se parle pas, on ne se rencontre pas, on ne s'écoute pas. Et c'est quand même quelque chose d'assez fréquent dans nos hôpitaux et en médecine. Voilà, on s'engueule pas, mais enfin bon, on ne s'occupe pas de ce que fait l'autre, c'est pas intéressant. Et puis, il y a un troisième type qui est quand même intéressant, parce que c'est une zone frontière. Il y a là des questions qui sont pas solubles avec une seule approche. Si vous prenez l'exemple de la mort imminente, c'est quand même compliqué de savoir comment il peut y avoir une activité consciente, que le cerveau est éteint, que le cœur est arrêté. Enfin, voilà, ça c'est quand même compliqué. C'est valable dans les sciences naturelles pour le Big Bang. Qu'est-ce qu'il y a avant le tout, puis il n'y a rien, puis comment on fait pour comprendre ça? C'est compliqué, même pour un physicien, hein, voilà. Donc, ces zones frontières nous obligent au dialogue dans certains domaines particuliers.
Et la santé en fait partie. Et la conscience en fait partie au sein des questions de santé. Et puis, il y a le quatrième type auquel j'appartiens et pour lequel je milite, qui est le type de l'intégration. C'est-à-dire qu'on peut très bien être un scientifique rigoureux et un mystique curieux. C'est tout à fait possible à condition de maintenir cette dialectique vivante, un pied dans la science, un pied dans l'exploration. Après tout, le cerveau a un hémisphère gauche, analytique, un hémisphère droite, synthétique. Et il y a des moments où on peut être non aristotélicien, c'est-à-dire qu'on peut accepter qu'il y ait des contradictions entre les points de vue. Si vous avez un point de vue analytique, vous n'avez pas le même point de vue que quelqu'un, un artiste ou un spirituel. Donc, c'est intéressant pour un psychiatre spécialiste de santé mentale d'accepter une vision beaucoup plus holistique, un, du cerveau, deux, de la conscience, et trois, des rapports avec l'univers. Hmm. Merci pour tous ces rappels et toutes ces définitions. Si vous le voulez bien, on pourrait prendre comme exemple, vous en avez parlé plusieurs fois des théories matérialistes, non matérialistes, mais à propos de la conscience, c'était un petit peu l'objet de notre article qu'on a publié cette année. Et en fait, le point de départ de cette réflexion, c'est une revue de la littérature qui fait 130 pages, publiée par Robert Kuhn l'année dernière sur les 208 théories de la conscience. Donc, pour donner un petit peu euh, une idée que c'est un peu compliqué de se faire, d'abord, d'avoir une idée précise, et deux, de ne pas la faire évoluer en fonction justement des expériences et personnelles et professionnelles. Mais globalement, il y avait cette vision, des grandes théories matérialistes. Vous en avez donné des définitions, des exemples et des théories non matérialistes, notamment avec les peuples, les peuples premiers, où tout n'est qu'un, en fait, avec ces visions animistes, ces théories animistes. Et, et donc, avec votre expérience et votre expertise, comment est-ce que vous pourriez définir la conscience et quel est son rôle dans la santé, encore une fois, dans un environnement occidental qui est sujet à la pensée critique. Et ce qu'on avance, on doit pouvoir à un moment, l'observer, le mesurer, l'étudier, comme voilà, la conscience comme sujet d'étude au sein d'une consultation en Occident. Alors, je crois qu'il s'agit du sujet le plus complexe et peut-être l'objet ultime de la science. Euh, pour moi, il y a trois infinis. Il y a l'infiniment petit. On a le CERN à Genève, hein, donc voilà, les particules, le boson de Higgs et tout ça, on n'est pas très sûr, mais enfin bon, c'est très petit. Et c'est Mhm. peut-être infiniment petit puisqu'on ne sait même pas si ça existe. Bien. Ensuite, il y a l'infiniment grand, mais là, les chiffres sont hallucinants, hein, le nombre de galaxies, etc., le nombre d'univers peut-être aussi. Enfin bref, c'est tellement grand on sait même pas si c'est pas infini. Donc là aussi, il y a de l'incertitude. Il y a de l'incertitude sur l'infiniment petit, il y a de l'incertitude sur l'infiniment grand. Mais je crois que la conscience illustre un troisième infini. Et je veux parler de l'infiniment complexe. Et il y a dans la conscience un phénomène de singularité extrême. Quand vous voyez tomber la neige, vous ignorez sans doute que chaque flocon est différent des autres. Et il y en a des milliards et des milliards devant votre fenêtre. Et ils sont tous différents au microscope. C'est le phénomène de singularité et de mêmeté. On dit la neige. Bien. Dans le fond, beaucoup de mystiques ont parlé de cette question de la singularité. Jung, pour le citer encore une fois, dit que le but de l'existence, c'est l'individuation. C'est-à-dire qu'en tant que personne, nous devons aller vers nous-mêmes. Et ce nous-mêmes est unique. Alors ça, c'est le point de vue psychanalytique, mais c'est aussi un point de vue physique, c'est-à-dire que, dans le fond, de même que les flocons de neige sont tous différents, de même, les humains sont tous différents les uns des autres, et c'est quasiment infini, puisque là, on peut donner quelques chiffres, mais enfin quand même, 1000 milliards de neurones qui ont chacun 40 000 terminaisons les uns avec les autres, etc., etc. Ça donne des chiffres hallucinants aussi, où le chemin pour une seule information dans le cerveau est aussi grand que le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers. Donc vous voyez la complexité respectable.
de la singularité d'un être humain. Nous ne sommes pas des flocons de neige, nous sommes tous différents et nous devons aller vers nous-mêmes. Alors, je crois que l'exploration de la conscience, elle est ultime à cause de cette difficulté. Parce qu'on ne va pas pouvoir étudier cette singularité. Je ne sais plus, un neurologue disait que pour décrire la pensée, une pensée d'une minute dans un cerveau humain, il faudrait 1 milliard d'années pour la décrire, hein, quelque chose comme ça. Donc, on va pas y arriver avec les méthodes conventionnelles. Et ça pose aussi la question de la méthode, évidemment. La physique de Newton, c'est regarder tomber des pommes d'un pommier, hein. Donc, ça, c'est pour les neurotransmetteurs, ça marche pas comme ça. Donc, la conscience, pour la définir, il y a la dimension neurologique, le coma ou être conscient, c'est pas intéressant. Il y a la conscience morale, est-ce que le bien et le mal, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la conscience réflexive, c'est-à-dire l'univers qui se contemple en lui-même à travers un être humain. La conscience réflexive qui nous permet d'accéder au libre arbitre, étant donné l'infini de sa complexité, on ne peut jamais prédire la décision, le comportement ou l'éthique d'un sujet parce qu'il est unique, dans un environnement unique, dans un moment unique. Donc, cette conscience réflexive est pour moi le sujet spirituel par définition. Dans le fond, nous sommes reliés à l'univers. Et je crois, mais alors là, on est dans les croyances, mais je pense que dans l'univers, tout est relié avec tout et que les alchimistes avaient raison de dire que unus mundus, tout est un, tout est relié. Et alors, puisqu'on parle de neurosciences, c'est quand même mon domaine, il est clair que le, le cerveau, moi j'ai arrêté de faire de la neuroanatomie que j'étais jeune, parce que je suis arrivé à la conclusion, comme Rose, qui était un des grands maîtres de l'époque, que dans le fond, dans le cerveau, tout est connecté avec tout. Et qu'on pouvait continuer à chercher un moment les connexions, mais qu'il me faudrait 1 milliard d'années pour étudier un centimètre cube. Et que voilà, ça. Donc, j'ai passé à la clinique, parce que la clinique, c'est la rencontre, c'est la parole, c'est la relation, c'est le lien. Et que là, on avançait avec des phénomènes observables, des single case reports, etc. Donc, dans le cerveau, tout est connecté avec tout. Dans l'univers, tout est connecté avec tout. Mais il y a quand même des fils conducteurs, des principes directeurs, des traces plus importantes que d'autres, des circuits, une hérédité, une génétique, une épigénétique. Et je me suis beaucoup intéressé à la neurothéologie, qui est dans le fond la neuroscience de la spiritualité, qui permet d'étudier les circuits mis en jeu dans la méditation, la prière. Mais alors, on est arrivé à un point de butée quand on est tombé sur les objets spirituels. Parce que quand on a voulu mettre des médiums dans les scanners, c'est devenu compliqué parce qu'on ne voyait rien du tout au niveau de l'écorce cérébrale. Ce qui correspond au dire des médiums d'ailleurs, c'est qu'il faut lâcher le mental pour avoir de communication avec un monde plus grand. Donc, et c'est seulement très récemment qu'on sait que, dans le fond, dans la médiumnité, avec les machines les plus pointues, on voit que c'est des zones plus anciennes du cerveau qui sont activées, comme le thalamus ou d'autres régions, et que peut-être il faut être capable de régresser dans la conscience d'organismes qui sont peut-être plus intuitifs. On peut évoquer certains animaux, certains insectes, des mécanismes incompréhensibles. Et c'est très intéressant de voir l'unité du vivant. Et du coup, quand on fait des neurosciences de la spiritualité, forcément, on s'occupe de la question de la santé. Parce que là, on va se dire, mais comment ça marche? Et vous tombez inévitablement sur la psycho-neuro-immunologie. Et là, vous créez les liens scientifiques entre la culture, les croyances, la psyché, le système nerveux et le système immunitaire. Et là, on voit que ça applique des phénomènes de cohérence qui sont majeurs. Si vous alignez la culture, disons, les archétypes guérisseurs, hein, oui, votre psyché individuelle, ça va mobiliser votre système nerveux qui lui-même va moduler votre système immunitaire. J'accorde une énorme importance à la psychoneuroimmunologie comme un produit de la neurothéologie pour aller de l'avant sur la médecine des trois ordres, parce que, euh, eh bien, on voit bien qu'il y a une légitimité à faire du biologique, du psychologique et du spirituel, parce que nous baignons dans cette connectivité de la culture, des croyances, et nous sommes des nains sur les épaules des géants. Ça fait des milliers d'années, voire des
des dizaines de milliers d'années que les humains s'occupent de l'herméneutique, c'est-à-dire d'interpréter le monde. Et maintenant, on a la chance, on a le privilège avec la science contemporaine de rejoindre les peuples autochtones. Et dans le fond, la boucle est en train de se boucler. Peut-être que le futur de l'humanité est ancestral, comme le dit un chef indien amazonien. Et on est peut-être en train de faire les grandes synthèses, et c'est une époque formidable. Et ce que vous faites avec le type de médecine que vous défendez, ce que je fais avec le type de théorie que je déploie scientifiquement, est tout à fait cohérent, convergent et aligné. Voilà pourquoi il faut faire une médecine des trois ordres. Merci. Nous, de notre côté, on parle de révolution. Alors, en tant que Français, ça peut être interprété d'une certaine façon, mais c'est un retour au point de départ, Oui. effectivement. Mais avec de la science qui permet de mieux décrire. Et donc, par rapport à votre travail, vous avez parlé tout à l'heure de psychotraumatisme. Est-ce que, comme exemple d'addictologie, est-ce que dans tous ces modèles, il y avait une place pour des pratiques psychocorporelles où il y avait du toucher, des manipulations, des massages, c'est-à-dire pour un corps physique qui a pu être, qui a été traumatisé, toute cette biologie que vous avez décrite, à un moment, elle se perturbe et donc le rapport au corps, la représentation du corps est modifiée. Est-ce qu'en plus de ce que vous avez parlé, de, d'être dans des groupes de parole, d'avoir un accompagnement pour se relier à plus grand que soi, mais dans le premier point, c'est le rapport avec soi-même, est-ce que le toucher aurait une place? Alors, on va dire intuitivement, on peut penser que oui, pourquoi pas, mais est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec des thérapeutes manuels à un moment dans votre parcours? Oui, bien sûr, parfois même, je dirais que c'est le seul et le premier moyen, avec certains toxicomanes qui sont très difficiles, un peu ensauvagés, si vous me passez l'expression. C'est très Mhm. difficile de passer par la parole, la culture, etc. Même la psychothérapie basale est difficile à faire. Et le plus simple, souvent, est de passer par le corps. Alors, nous avons énormément pratiqué dans nos soins en addictologie la relaxation, toute simple, hein, j'entends. Voilà, c'est déjà quelque chose qui diminue le stress. Le stress est un facteur extrêmement important pour les dégâts de la santé mentale, en particulier l'addiction. Et évidemment, la relaxation est très bien. Il y a d'autres techniques plus poussées que nous utilisons parfois chez des patients qui sont un petit peu plus collaborants. On peut évoquer le somatic experiencing, on peut évoquer certaines techniques d'hypnose qui passent par le corps aussi. Donc oui, 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 c'est très important. Et comme vous l'avez évoqué, le premier lien qui donne du sens, c'est de se réconcilier avec soi-même par le corps. Et de savoir qu'on a un corps, qu'il faut le respecter, que si on lui injecte des cochonneries, c'est pas une bonne idée, que voilà, tout ça, c'est vraiment très important. Et je verrais, on appelle step care. En Suisse, on aime bien les anglicismes. On commence par le commencement. Alors voilà, ben, qu'est-ce que le patient accepte de faire? Ben, il veut bien se relaxer ou bien il veut bien faire de l'auriculothérapie parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Alors on fait ça. Et puis petit à petit, ben, il vient aux séances et puis il nous trouve sympa et puis il nous dit, ah ben vous savez, je vais pas si bien que ça. Puis on peut commencer à parler d'autres choses. Et puis, donc oui, 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 c'est le step care, ça commence par le corps. Oui, oui. Mais parfois, D'accord. ça peut commencer par une conversion. Nous avons à Lausanne des pasteurs de rue. Parfois, il y a des conversions religieuses dans la rue. Bon, ben, c'est pas la majorité, je vous le concède. Donc, c'est plus facile quand on est médecin de commencer par le corps, c'est sûr. D'accord. Ce que vous appelez conversion? Eh ben, dans le fond, de se rendre compte, en rencontrant un prêtre ou un pasteur, que il y a quelque chose qui nous manque, qu'on n'a pas peut-être réalisé qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et ça peut faire un de ces changements de point de vue, hein, comme appellent les systémiciens, la psychiatrie systémique, dit qu'il faut faire des changements de type 2. Vous savez, les alcooliques anonymes disent que pour arrêter de boire, il faut en avoir marre d'en avoir marre. Changement de type 2. Et la spiritualité et la religion permettent parfois ce genre de choses.
j'ai manqué mon rapport à plus grand que moi. Et oui, ce pasteur dit des trucs intéressants. J'ai jamais exploré ça, je pourrais le faire, voilà. Et puis tout d'un coup, Dieu nous parle ou on a une inspiration. Voilà. Donc ça, c'est aussi possible. Et puis on peut entrer par la psychiatrie, parce qu'évidemment, il y a des gens qui arrivent avec des dépressions aiguës, puis on leur fait explorer leur trauma, et puis ils peuvent aussi commencer par là. Mais le corps, c'est pas mal parce qu'ils viennent avec des abcès, des cirrhoses, des machins. On s'occupe du corps, on fait alliance avec le corps. Puis après, on fait alliance avec la dépression ou l'angoisse. Puis après, on fait alliance avec la vision du monde. Oui, c'est ça les 3 ordres de la médecine, voyez-vous? D'accord. Je crois qu'on arrive au terme de notre entretien. Et pour terminer, vous avez parlé donc de ces 4 rapports entre science et spiritualité, religion, décrits par Yann Barbour, avec une évolution qui peut se faire en fonction effectivement de ce que chacun peut être amené à vivre dans sa vie, soit personnelle, soit professionnelle. Mais euh, ce qui a pas, ce que j'ai pas retrouvé, c'est d'éventuels garde-fous, je dirais, pour passer d'une étape à l'autre, parce que les sceptiques ou ceux qui pensent que ça n'a rien à faire dans la médecine ou dans la santé, et je suis d'accord avec vous, il y en a beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour dire on y va, mais prudemment, et à quel moment on peut éviter voilà, vous avez parlé de conversion, d'amener quelqu'un plutôt vers un chemin plutôt que vers un autre, pour pas qu'il puisse aller mieux, mais qu'il puisse à chaque fois garder son libre arbitre. Est-ce il y a des choses qui ont été mises en place dans vos équipes au fur et à mesure de ce travail? Oui, bien sûr, c'est très important. J'ai travaillé moi-même 10 ans avec les exorcistes du diocèse, parce que j'étais considéré comme un psychiatre ouvert à la spiritualité. Et le diocèse m'a autorisé à superviser des exorcistes. Donc, on a beaucoup travaillé sur la question du discernement, parce que c'est bien le discernement dont il s'agit, de quel esprit est à l'œuvre, quels sont ses effets, avec quelle intention. Enfin, vous voyez, il y a là beaucoup d'analogies, bien. Donc, oui, les gens qui ont une formation dans le spiritual care reçoivent aussi quelques cours de théologie dans plusieurs domaines religieux, plusieurs confessions, et ils apprennent effectivement le discernement par rapport à ce qui est sectaire, par rapport à ce qui est pervers, et ainsi de suite. Donc, ils ont une formation pour ça. Et puis, si je pouvais vous donner un, un message très clair pour les spectateurs, il y a une très belle parole dans la Bible qui dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et je crois que c'est la forme la plus distillée, la plus subtile que je puisse enseigner sur le discernement. Quand vous allez dans une direction spirituelle, puis que vous n'allez pas bien, puis que ça vous coûte cher, puis que vous devez passer par certaines épreuves personnelles désagréables, ouais, je pense que c'est pas un bon plan. Donc, reconnaître l'arbre à ses fruits, ça vient du cœur. Et l'intuition ne nous trompe pas sur ces questions-là. D'accord. Écoutez, merci beaucoup pour ces belles paroles. Est-ce que vous auriez un message de fin pour conclure cet entretien à partager avec les personnes qui nous écoutent? Bah, écoutez, j'ai eu la chance d'avoir des discussions personnelles avec le Dalai Lama et il m'a beaucoup encouragé à travailler sur la spiritualité occidentale, de pas toujours aller chercher au Tibet les réponses. Et il dit, explorez votre spiritualité occidentale, vous avez des trésors enfouis, il faut aller les chercher, il faut les cultiver, il faut les montrer, et envoyez vos jeunes gens sur vos propres traces. Et, je suis arrivé avec lui à la conclusion qu'il n'y aura pas de mondialisation sans spiritualisation. Donc, je crois qu'au lieu de se plaindre du monde actuel, je crois qu'il faut donner ce message très fort, en tout cas qui est le mien, c'est qu'il faut maintenant préparer le monde nouveau. Ok. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps, pour votre sagesse et pour le partage de toutes ces connaissances. Merci beaucoup, professeur Besson, et au plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Thanks for listening to the BMS podcast. We hope you've enjoyed our chat today. BMS Formation is working to bring more compassion and tolerance between people holding different worldviews in healthcare and beyond. Share it if you like it, and see you soon.